Bienvenue à ce webinaire de l'Agence internationale de l'énergie, ou appelée AIE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le travail que nous menons sur les prix et les taxes énergétiques. Nous allons aborder 3 aspects du travail de l'AIE sur les prix avant d'en venir aux exercices. Nous verrons tout d'abord pourquoi les prix de l'énergie sont importants, puis 2 concepts clés statistiques, le concept de prix à la consommation et le concept de prix réel. Nous verrons ensuite quelques exercices pratiques dans lesquels vous pourrez essayer de calculer vous-même le prix de l'énergie. Les prix de l'énergie sont importants pour tout le monde de nos jours, pour les individus comme pour la société dans son ensemble. Ils font constamment l'actualité, comme en témoigne cette sélection de titres de journaux du monde entier. Nous entendons sans cesse parler des prix de l'énergie dans les actualités et dans la presse, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Les évolutions de prix, qui sont particulièrement rapides comme nous l'avons constaté récemment, sont une source de préoccupation pour tous, pour les consommateurs, les gouvernements et les producteurs. Les marchés de l'énergie sont mondialisés depuis très longtemps, notamment le marché du pétrole brut. Ce graphique, tiré du panorama des statistiques de l'OCDE, se base sur les données issues de notre base de données sur les prix et les taxes énergétiques. Au cours des 40 dernières années, le prix du pétrole brut peut être relié à de nombreux événements mondiaux importants, des crises politiques et financières, à des évolutions structurelles fondamentales comme la croissance de la demande en Chine, voire même à des événements météorologiques comme les ouragans Katrina et Rita. De plus, le pétrole s'échange traditionnellement en dollars américains, en vertu de l'accord de l'OPEP de 1973, ce qui rend les économies sensibles aux variations du taux de change. Les prix de l'énergie peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre, en fonction de différents facteurs dont la disponibilité des ressources énergétiques et de la politique gouvernementale. Par exemple, les consommateurs néerlandais ont payé leur essence 7 fois plus cher que ceux d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est, comme vous le savez, un exportateur important de pétrole et a décidé de subventionner les prix du pétrole pour les consommateurs sur son territoire. Les prix de l'énergie peuvent varier également dans le temps, et les prix pour les produits pétroliers ont tendance à varier plus rapidement que n'importe quel autre produit de l'énergie. Vous vous souvenez probablement qu'en 2014, les prix du pétrole brut avaient chuté considérablement. Ce phénomène a eu des conséquences différentes selon les pays. Entre le premier trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2015, les prix de l'essence ont chuté de 33% aux États-Unis, tandis que durant la même période en Suède, la chute des prix avait été plus modérée, n'avait baissé que de 12%. Cette différence s'explique du fait que les pays ne taxent pas l'énergie de la même manière. Comme vous le savez, les taxes représentent une grande partie des prix finaux de l'énergie dans de nombreux pays. Pourquoi les gouvernements taxent-ils les produits énergétiques? Ils poursuivent en général 3 objectifs. Le premier est simplement d'augmenter les recettes publiques. Des études ont montré que la demande en énergie est relativement inélastique au prix, c'est-à-dire qu'elle est peu sensible à l'évolution des prix. En effet, quels que soient les prix, nous avons toujours envie de nous divertir, de voyager, de voir notre famille. Nous sommes par ailleurs obligés d'aller travailler, de chauffer ou de climatiser nos maisons, de cuisiner, etc. Cette inélasticité de la demande fait de nous une cible facile pour les gouvernements qui cherchent à augmenter leurs recettes. C'est la même chose pour les entreprises. La deuxième raison majeure pour laquelle les gouvernements taxent les consommateurs est de faire payer les pollueurs, afin de compenser les effets secondaires de la consommation d'énergie, tels que les problèmes environnementaux et de santé. Enfin, les gouvernements utilisent également les taxes afin d'envoyer un signal pour changer nos comportements. Le graphique à droite de cette diapositive est tiré du rapport Taxer la consommation d'énergie du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE et montre les résultats qu'ils ont obtenus en utilisant en partie nos données. Ils parviennent alors à démontrer que le taux d'imposition effectif de l'énergie varie grandement selon les pays et qu'il est relativement élevé dans les pays européens. Cette diapositive donne une idée du montant que les ménages, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, et l'industrie dépensent en énergie dans une économie. Dans la partie de gauche sont présentées des données extraites des tableaux de dépenses de l'OCDE sur les comptes nationaux en pourcentage. Elles montrent que la dépense énergétique des ménages se situe en général dans la fourchette des 8 à 12% de leurs dépenses totales. Cependant, dans certains pays, comme en Slovénie, l'énergie peut représenter plus de 15% des dépenses totales des ménages. L'électricité représente environ 40% des coûts de production de l'aluminium. Donc, si une fonderie est installée dans un pays où l'électricité est à bas prix, elle sera plus compétitive que celle installée dans un pays où l'électricité est plus chère. Cela impacte grandement le secteur industriel.
Enfin, il est estimé que les dépenses énergétiques représentent environ 8 à 10% du PIB d'un pays. Par conséquent, l'énergie est un poste de dépense important à différents niveaux. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des prix de l'énergie dans notre vie au quotidien et sur l'économie globale. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de ce webinaire. Dans cette partie, nous verrons deux concepts statistiques clés qui sont fondamentaux pour notre compréhension des prix et des taxes énergétiques. Commençons par les prix à la consommation. La première chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'il est question des prix de l'énergie, c'est que les prix varient en fonction du type de combustible, du secteur, selon les différents types d'utilisateurs finaux, tels que les ménages, l'industrie et les producteurs d'électricité, et du temps. L'AIE collecte et publie les prix de l'énergie à la consommation, qui représentent le vrai prix unitaire moyen payé par une certaine catégorie d'utilisateurs pendant une période définie. Nous nous concentrons principalement sur les prix annuels et trimestriels. Les prix à la consommation doivent inclure toutes les consommations par secteur, et également toutes les taxes qui ne sont pas restituées aux consommateurs et qui impactent le prix qui est effectivement payé. Et ils représentent le coût réel économique d'une unité d'énergie pour ces catégories de consommateurs. L'AIE travaille avec un modèle pour les prix énergétiques qui a deux niveaux de désagrégation. Dans un premier temps, nous séparons les deux composants principaux du prix à la consommation. Le premier composant est le prix hors taxe, en gros tout ce qui n'est pas une taxe. Et le deuxième est la taxe totale. La taxe totale est également divisée en deux taxes séparées, la taxe d'accise et la taxe sur la valeur ajoutée, plus connue sur TVA ou une taxe similaire dans d'autres pays. Examinons plus en détail les différentes composantes du prix en commençant par le prix hors taxe. Le prix hors taxe comprend tout sauf les taxes, soit dans cette image, l'ensemble des coûts engendrés avant d'atteindre le consommateur. Cela comprend le coût des matières premières, dans le cas de l'essence, le coût du pétrole brut, les dépenses en capital, l'argent nécessaire pour construire une raffinerie, les coûts de production ou coûts de main-d'œuvre, les coûts de transport et de distribution, ainsi que les marges bénéficiaires. Benjamin Franklin a dit dans Ce Monde, rien ne peut être considéré comme certain, sauf la mort et les impôts. Dans nos travaux sur les prix et les taxes énergétiques, nous distinguons deux types de taxes au sein des taxes totales, la taxe d'accise et la TVA, ou son équivalent dans les pays non européens. Les taxes d'accise sont généralement fixées en fonction du volume, ici en euros par litre. Dans les faits, la taxe d'accise totale est la somme du taxe d'accise et de différents autres prélèvements de moindre importance, tels que les différentes taxes environnementales, par exemple, taxes sur le CO2, etc. En Finlande, par exemple, l'essence est soumise à plusieurs taxes, comprenant une taxe sur l'énergie et une sur le CO2, une taxe sur les dommages environnementaux, une sur les stocks et une taxe sur la pollution par les hydrocarbures. La somme de l'ensemble de ces taxes correspond au chiffre que nous reportons pour la catégorie taxe d'accise. Ajoutons maintenant la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Dans les pays non européens, c'est souvent une sorte de taxe sur les ventes. La TVA est une taxe ad valorem, c'est-à-dire qu'elle est prélevée sur le prix du produit, une fois que toutes les autres taxes ont été ajoutées et non sur sa quantité. Le taux de TVA est donc un certain pourcentage du prix du produit, intégrant toutes les taxes d'accise. Il existe quelques exceptions à cette règle. La TVA est généralement l'une des principales sources de recettes fiscales pour les gouvernements, et en 2015, plus de 160 pays disposaient de la TVA ou d'un système équivalent. Selon les dernières informations données par la presse, les Émirats arabes unis la mettront également en œuvre en 2018. Nous allons maintenant calculer les prix à la consommation de l'essence pour les consommateurs du pays A et du pays B. Commençons par le prix hors taxe. Comme vous pouvez le voir, le prix hors taxe de l'essence est plus bas dans le pays B. Cela peut être lié au fait que le pays B est un pays producteur de pétrole, tandis que le pays A doit importer tout le pétrole qu'il consomme. Voyons maintenant le niveau de la taxe d'accise dans les deux pays. Les droits d'accise sur l'essence sont plus élevés dans le pays B que dans le pays A. Qu'en est-il maintenant du taux de TVA ? Comme vous pouvez l'observer, le taux de TVA est également plus élevé dans le pays B que dans le pays A. Le pays est donc un pays à forte imposition. Comment calculons-nous le montant de la TVA ? Nous appliquons le taux de la TVA à la somme du prix hors taxe et des taxes d'accise. Maintenant que nous avons calculé le montant de la TVA, nous pouvons calculer la taxe totale comme la somme de la taxe d'accise et du montant de la TVA.
Enfin, nous pouvons calculer le prix à la consommation finale, comme la somme du prix hors taxe et de la taxe totale. En effectuant le calcul pour le PIA et le PIB, nous pouvons constater que l'essence est moins chère dans le PIA que dans le PIB, car même si le prix hors taxe de l'essence du PIB était moins cher, suite à des politiques gouvernementales, le prix à la consommation est au contraire plus fort que dans le PIA. Nous retrouvons ce phénomène dans beaucoup de pays de l'OCDE. Regardons de plus près certains détails sur notre travail et en particulier certains faits qui peuvent être problématiques dans le calcul des prix et taxes énergétiques. Le premier que nous allons aborder est la représentativité qui est un enjeu fondamental qu'on peut constater dans plusieurs pays et dans la majorité des pays de l'OCDE. Les prix de l'énergie varient même au sein d'un pays. Des entités sous-gouvernementales, telles que des provinces, régions ou États fédéraux, peuvent déterminer les prix et taxes à des niveaux différents. À gauche de la diapositive, vous pouvez trouver une carte de 48 des États américains et distinguer où l'essence est la moins chère. Nous constatons donc qu'au Texas et dans d'autres États du Sud, le prix de l'essence est moins cher qu'en Californie et dans les États du Nord-Ouest Pacifique. Cela est dû principalement aux différences de taxes locales. Si nous avons une telle diversité de prix dans un même pays, on peut se demander comment calculer le prix à la consommation réelle pour le pays. Pour ce faire, nous devons utiliser une moyenne pondérée, qui prend en considération ces différences de prix dans le pays et aussi les différences de niveau de consommation. Prenons un exemple, avec un pays fictif appelé Statisland, qui n'a que 2 provinces, contrairement aux 50 États des États-Unis. Le prix du diesel à Statisland Est est de 0,5 $ par litre, tandis qu'à Statisland Ouest, le prix du diesel est de 1 $ par litre. Maintenant, si nous devions calculer une moyenne arithmétique simple, nous pourrions dire que le prix du diesel dans Statisland est de 0,75 $ par litre. Mais en prenant en compte que la consommation du diesel varie beaucoup entre les deux provinces, étant de 500 kL à Statisland Est et de 100 kL à Statisland Ouest, nous pouvons calculer une moyenne pondérée à la consommation. Après calcul, le prix moyen du diesel n'est réellement que de 0,58 $ par litre. Il y a donc une réelle différence entre les deux et nous tenons à l'AIE à être le plus près possible du prix réel à la consommation sur un plan national. Il est souvent difficile de faire ces calculs dans des pays tels que les États-Unis, qui ont non seulement des taxes fédérales, mais aussi des taxes locales au niveau du comté, car cela demanderait des données de consommation désagrégées en plus du prix fédéral, et cela est un vrai défi pour les administrations. Nous souhaiterions également faire un point sur la différence entre les prix et les tarifs. Cette distinction est particulièrement importante pour l'électricité et le gaz naturel. La différence entre les prix et les tarifs est que les prix représentent le taux moyen par unité physique ou énergétique effectivement payé par les consommateurs, alors que les tarifs sont des taux fixes auxquels les produits sont vendus à certaines catégories de consommateurs. Maintenant, imaginons dans notre pays Statisland que la compagnie d'électricité fixe les tarifs de l'électricité pour les consommateurs résidentiels, avec une charge fixe de 10 € par mois et une charge variable de 0,1 € par kWh consommé. La charge fixe est indépendante de la consommation, à l'inverse de la charge variable qui est proportionnelle à elle. Si un consommateur A a consommé 150 kWh en un mois, le prix qu'il va payer est les 10 € de la charge fixe, plus 15 € de charge variable. Au total, il payera 25 €. Donc le prix que le consommateur A aura payé pour l'électricité est de 25 € divisé par 150 kWh, soit 0,167 € par kWh. Si nous avions simplement regardé les tarifs, nous aurions pu dire que le tarif est de 0,1 € par kWh. La différence est donc importante. Lorsqu'on parle de prix pour l'électricité, il faut inclure tous les composants fixes et variables, et la combinaison des deux, en fonction de la consommation, nous donnera le prix réel payé par le consommateur. Où cela nous mène-t-il ? Dans notre publication trimestrielle sur les prix et les taxes énergétiques, nous présentons un histogramme basé sur ces calculs. Le graphique donne la composition du prix de l'essence répartie selon les composantes non fiscales et fiscales, c'est-à-dire les taxes d'accise plus le montant de la TVA. Les pays sont ensuite classés en fonction du prix à la consommation finale, du prix le plus bas au prix le plus élevé. Qu'observe-t-on ? Tout d'abord, comme vous le savez, les prix de l'essence sont relativement bas aux États-Unis. Ce que l'on sait moins, c'est que cela vaut également pour le Mexique, alors que la Norvège, un pays producteur de pétrole largement autosuffisant, impose à ses consommateurs un prix à la consommation parmi les plus élevés de la zone OCDE. La plupart des pays de l'OCDE, où l'essence est à bas prix, sont de grands pays situés sur le pourtour de l'océan Pacifique,
tandis que les pays où les prix sont élevés sont tous situés en Europe, y compris la Turquie. Au Mexique comme aux États-Unis, la composante hors taxe est de loin la composante la plus importante. Le niveau des prélèvements est très bas. En Europe, c'est l'inverse. Les prélèvements représentent la composante la plus importante du prix de l'essence dans la plupart des grands pays européens. Nous allons maintenant aborder le deuxième concept statistique clé, le concept de prix réel au travers de la comparabilité des données. Un des principaux objectifs lorsqu'on collecte des données sur les prix de l'énergie est de pouvoir comparer les prix dans le temps et entre pays. Mais cela nécessite une harmonisation supplémentaire. Les prix ne sont pas directement comparables car ils sont collectés dans la devise nationale et sont toujours des prix en vigueur, et qui ne sont pas ajustés par l'inflation ou par un autre phénomène. Il y a donc deux éléments importants, la comparaison dans le temps et la comparaison internationale. Tout d'abord, dans la comparaison dans le temps. En Argentine, en l'an 2000, une boisson non alcoolisée coûtait aux alentours de 1 $, mais désormais la boisson coûterait environ entre 17 $ et 20 $ pour le même produit dans la même devise. Cela s'explique principalement parce que la valeur de l'argent évolue au fil du temps. Donc, pour comparer les prix fidèlement dans le temps, il faut prendre en compte qu'il pourrait y avoir une inflation ou déflation dans le pays et les exprimer dans une unité commune, comme par exemple dollar de 2010. Nous regarderons plus en détail comment on peut faire cela dans quelques instants. La comparaison internationale est liée au fait que le même billet de banque a une valeur différente selon le pays. Par exemple, pour les pays de la zone euro. Dans un pays avec un billet de 10 €, il est possible de s'offrir une boisson non alcoolisée, tandis que dans un autre, il permet de s'offrir un repas entier. Pour comparer les prix entre pays et régions, il faut utiliser les parités de pouvoir d'achat, plus communément appelées PPA, qui ont pris en considération ces différences. Concentrons-nous d'abord sur la comparabilité dans le temps. Pour comparer les prix de l'énergie dans le temps, il faut corriger les valeurs nominales, appelées aussi prix courant, en utilisant un indice de prix approprié en fonction de l'utilisateur. Comme vous le savez, l'argent d'aujourd'hui a une valeur différente de l'argent d'hier, notamment parce que les prix ont tendance à augmenter. Cet effet s'appelle l'inflation. Pour éliminer l'inflation, nous utilisons des déflateurs de prix appelés des indices de prix. Le prix réel sera le résultat de la division du prix nominal par l'indice de prix. Nous avons recours à des indices de prix de deux types. Les indices de prix à la consommation, IPC, pour les utilisateurs domestiques, et les indices de prix à la production, IPP, pour les utilisateurs industriels. Pour distinguer les types de prix dont nous parlons, nous appelons les prix exprimés à l'instant T, les prix nominaux, et les prix corrigés des effets d'inflation, les prix constants ou réels. Voici maintenant un exemple réel tiré de nos travaux sur les prix et taxes énergétiques. Les données qui figurent dans le tableau ont été publiées dans le rapport. Nous parlons ici des prix pour l'industrie, de sorte que le déflateur de prix approprié a utilisé l'indice des prix à la production. Dans le tableau, l'ensemble des données sont basées sur les prix 2010. Nous divisons alors les prix nominaux, dans la colonne A, par l'IPP, dans la colonne B. L'année 2010 demeure évidemment inchangée, mais les autres données ont été converties en $ 2010 par mégawattheure, ce qui permet de les comparer à l'année 2010. Sans correction de prix, il n'est pas possible de se rendre compte que les producteurs vendent en fait à un prix réel inférieur au prix qu'ils pratiquaient 3 ans auparavant. Allons un peu plus loin. J'ai converti dans le graphique les séries des prix des colonnes A et C en indices, simplement en divisant la série entière par sa valeur de 2000. La ligne bleue représente le prix nominal ou courant, et la ligne verte le prix réel ou constant 2010. En utilisant la période au début de la série temporelle comme année de base, on peut ainsi montrer plus facilement la part qui correspond simplement à l'inflation des prix et la part d'évolution réelle. Voici un bon exemple de ce phénomène avec ce graphique sur les prix d'importation nominaux et réels du pétrole brut, directement tiré de notre publication sur les prix et taxes énergétiques, qui montre à quel point la correction des prix peut faire une différence. Non ajusté, c'est-à-dire exprimé en prix nominaux, le prix des importations de pétrole brut entre 2008 et 2012 semble historiquement très élevé. Tandis qu'une fois corrigés des effets de l'inflation, les coûts réels ne sont pas si hauts comparés au début des années 1980. Parlons maintenant de la comparabilité internationale. Sur cette diapositive, vous pouvez observer les prix de l'électricité pour les ménages dans les pays membres de l'AIE en 2016. Voici ce que nous obtenons si l'on se contente de simplement convertir les prix exprimés en devises nationales en dollars US sur la base des taux de change moyens de l'année 2016. Les prix en Allemagne sont plus de 5 fois plus élevés qu'au Mexique. Mais comme nous l'avons mentionné, il faut considérer qu'un dollar US a une valeur
plus élevés au Mexique qu'en Allemagne. Si nous convertissons les prix exprimés en devises nationales en utilisant les parités de pouvoir d'achat 2016, nous constatons alors que les prix en Allemagne sont seulement 2,5 fois plus élevés qu'au Mexique. Cela fait une réelle différence, et il est donc important de prendre en compte les différences de parité de pouvoir d'achat entre les pays lors d'une comparabilité internationale. La IEE publie un rapport trimestriel sur les prix taxes énergétiques, dont je vous ai déjà parlé, qui est disponible en version papier, en version PDF, CD-ROM et service de données en ligne. Nous publions également un rapport statistique mensuel sur les prix du pétrole gratuitement et qui est disponible sur le lien ci-dessous. Enfin, certaines de nos données statistiques sont également présentes dans le rapport sur le marché du pétrole, qui est une de nos publications phares, disponible mensuellement via un abonnement en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce webinaire. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, nos glossaires et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent le cadre méthodologique. Merci encore et à bientôt.